Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Albert Camus, discours de réception du prix Nobel de littérature à Stockholm, 10 décembre 1957. Si l'on devait établir un inventaire des réformes scolaires engagées en France depuis 4 décennies, et notamment des plus emblématiques d'entre elles, la politique d'éducation prioritaire occuperait une place de choix. Non seulement elle prend acte du fait que le principe de l'égalité des chances ne suffit plus pour asseoir le projet d'une école juste et équitable, mais aussi, elle inaugure d'autres modalités de construction et de mise en œuvre d'une politique scolaire en confiant aux professionnels de terrain l'élaboration de projets éducatifs pour autant que ceux-ci répondent à l'objectif de faire réussir les élèves les moins favorisés socialement et culturellement. Et si dès les premières années de son existence, l'éducation prioritaire a suscité interrogations, enthousiasme et déception, si les pouvoirs publics ont assez rapidement dû rappeler à coups de relance l'importance de recentrer les actions sur les apprentissages scolaires, il n'en reste pas moins que cette modalité de penser la lutte contre les inégalités scolaires a ouvert de nombreuses perspectives. Elle a incontestablement ouvert la voie à l'expérimentation qui permet au terrain de donner à voir des pistes susceptibles d'éclairer les pouvoirs publics sur des choix politiques. Elle a également permis de développer les partenariats entre les écoles, les établissements scolaires et d'autres acteurs, parents, collectivités locales, associations. Elle a par ailleurs suscité de nouvelles dynamiques professionnelles entre les enseignants et les personnels d'éducation, notamment autour du travail collectif et de ce Q'. Il exige comme professionnalité. Si ces évolutions procèdent de choix politiques et de transformations institutionnelles significatives, les plus importantes étant les lois de décentralisation dans le sillage desquelles l'éducation comme l'emploi sont devenues l'objet de compétences partagées entre différentes entités, États, régions, départements, communes, associations comme les missions locales et leur rôle en matière d'accompagnement et des Insertion des jeunes, GELAB, 1997. Elles ont à leur tour favorisé de nouvelles interrogations dont on peut postuler l'effet sur les nouvelles orientations ministérielles. Qu'il s'agisse de l'école du socle, de l'évaluation, de la professionnalité des enseignants ou encore de la nécessité d'instaurer un véritable partenariat avec les parents dans le cadre d'une coéducation, l'éducation prioritaire a constitué une sorte de laboratoire et fourni aux législateurs un appui empirique, permettant d'identifier des pistes d'action, en vue de favoriser la réussite de tous les élèves. L'éducation prioritaire apparaît alors comme une grille de lecture permettant d'interroger les politiques scolaires, et la mise à l'épreuve des principes de justice, en l'occurrence ceux de l'égalité des chances et de l'équité. En dépit d'un bilan mitigé, l'éducation prioritaire repose une nouvelle fois la question de l'égalité des chances et de l'équité quand les inégalités de réussite restent bien réelles et deviennent plus complexes. Comment alors caractériser l'éducation prioritaire et ce qu'elle dessine aujourd'hui comme enjeu, faisant d'une part l'objet d'un recentrage sur les apprentissages, via notamment la mise en place d'un référentiel et l'appel à un enseignement des fondamentaux, et appeler, d'autre part, à connaître des évolutions distinguant les territoires et les établissements scolaires selon les difficultés relevées avec l'intégration progressive des contextes ruraux. En toile de fond, c'est bien la démocratisation scolaire et le sort des élèves les plus défavorisés qui doivent constituer l'horizon de la reconfiguration de l'éducation prioritaire. On oublie souvent que la contribution du système éducatif à l'égalité des chances n'a été inscrite que tardivement dans la loi, celle du 10 juillet 1989. Pourtant, et sans que ce principe ne soit absent au moins comme intention politique, c'est l'éducation prioritaire qui lui donne une existence en l'interpellant en quelque sorte puisque l'argument princeps ayant été avancé en 1981 par le ministre Alain Savary, partait des inégalités sociales réelles qu'il fallait corriger. Le souci de la formation des élèves en difficulté scolaire m'a conduit à définir une politique de priorité pour les zones défavorisées. La démocratisation du système éducatif et la lutte contre les inégalités sociales doivent se concrétiser par davantage de moyens et surtout par une plus grande attention pour ceux qui en ont le plus besoin. Discours du 13 juillet 1983.
En insistant doublement sur les moyens et sur le souci des élèves les moins favorisés, le ministre laisse entrevoir que l'égalité des chances doit aussi se concrétiser par des pratiques pédagogiques plus volontaristes. Il introduit ainsi le principe de différence, théorisé par John Rawls qui, par un traitement inégal, vise à favoriser l'égalité effective. Bien que l'expression discrimination positive n'ait pas été institutionnellement et officiellement utilisée pour engager la politique d'éducation prioritaire, elle est constitutive du principe selon lequel il fallait donner plus à ceux qui ont moins. La circulaire du 1er juillet 1981 précise que l'objectif escompté est de contribuer à corriger l'inégalité sociale par le renforcement sélectif de l'action éducative dans les zones où le taux d'échec est le plus élevé. Cet objectif sera constamment rappelé. Ainsi, la circulaire du 3 février 1990 appelle à renforcer l'action éducative dans les zones où les conditions sociales sont telles qu'elles constituent un facteur de risque, voire un obstacle à la réussite scolaire des enfants et adolescents et donc, à terme, pour leur intégration sociale. Lors de sa mise en œuvre, la politique d'éducation prioritaire a mobilisé davantage de moyens financiers, avec un déploiement de postes supplémentaires, d'heures d'enseignement concomitantes à la réduction des effectifs dans les classes et d'indemnités financières. L'approche novatrice de cette politique a été, au-delà de la promotion du principe de différence, fondant une équité éducative, et sur lequel nous reviendrons plus loin, de légitimer une démarche en termes de territoires dans lesquels se concentrent des difficultés sociales, et d'en appeler à une nouvelle dynamique invitant les acteurs de terrain à construire et à proposer des projets éducatifs et scolaires. Cette politique annonce en même temps une nouvelle ère, celle des limites d'un pilotage étatique et centralisé de l'éducation. Mais ce faisant, ce sont également des lectures, appréhensions et interprétations différentes des objectifs et enjeux contenus dans l'éducation prioritaire qui vont être observés. Dans la mesure où c'est au niveau académique que seront initialement définis la carte des ZEP et les moyens alloués, des différences sensibles seront relevées selon les académies et les départements. Par ailleurs, ce sont des mises en œuvre bien variables d'une ZEP à l'autre mais aussi d'une école à l'autre, y compris lorsqu'elles appartiennent à la même zone ou réseau qui seront observées. Après avoir présenté, dans le premier chapitre, le caractère emblématique de la politique d'éducation prioritaire, les enjeux et parfois les contradictions qui la traversent, le second chapitre s'attache plus particulièrement à explorer le sens d'une politique soucieuse de justice sociale et de mettre en œuvre une équité, manière de parer aux limites du principe d'égalité des chances. Ce faisant, et approche socio-historique à l'appui, on constate une évolution affectant les principes de justice et ce, au rythme des finalités assignées à cette politique compensatoire. La refondation de l'éducation prioritaire, engagée en 2013 et mise en œuvre dès 2014, a dessiné de nouvelles perspectives dont les plus significatives réfèrent à l'élaboration d'un référentiel et à la promotion d'un nouveau mode de pilotage des réseaux. Cette refondation a été suivie d'une nouvelle mesure, celle des CP et des CE1 dédoublés, sur fond d'injonction ciblant l'enseignement des fondamentaux. Quels sont les enjeux contenus dans ces évolutions ? Tel est l'objet du troisième chapitre. Ainsi, et après avoir brossé à grands traits les principales mutations de cette politique, il convient, à l'issue de près de 40 années d'éducation prioritaire en France, d'identifier des perspectives. Le dernier chapitre interroge tour à tour la question de l'effet établissement et de l'effet maître, celle de la mixité sociale dans les écoles et les collèges dans lesquels se concentrent des élèves issus massivement de milieux populaires. Il soulève la question de la bienveillance et celle de l'attention que l'école doit à tous les élèves, et notamment aux moins favorisés socialement, à leur rapport au savoir et aux pratiques d'évaluation les plus mobilisatrices. Chapitre 1 : L'emblème et la politique. Lorsqu'on tente d'effectuer un bilan des réformes scolaires les plus significatives et quand il s'agit d'en identifier celles qui ont eu le plus d'effet en termes de visibilité, la mise en place de la politique d'éducation prioritaire y apparaît comme des plus hautement symboliques et emblématiques. Une politique hautement symbolique et emblématique. Le caractère symbolique de cette politique procède de l'officialisation d'une perspective progressiste qui reconnaît l'existence d'inégalités et la nécessité de les combattre au nom d'un idéal républicain de justice.
Elle est emblématique par son caractère novateur et explicitement centrée sur la réduction des inégalités sociales de réussite, exigeant la mobilisation de moyens plus conséquents. L'emblème de cette politique réside aussi dans le fait qu'elle inaugure en quelque sorte une nouvelle ère politique puisqu'elle repose, au moins partiellement, sur la mobilisation des acteurs locaux et leur engagement en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des projets éducatifs. Et bien qu'elle ait fait l'objet de nombreuses controverses, cette politique s'est maintenue et dans le même temps, elle a connu des changements importants autour de la manière dont l'institution scolaire définit et conçoit les difficultés d'apprentissage et leur prise en charge. À cet égard, il conviendra à terme d'interroger à la fois les changements de paradigme mis en exergue par la recherche et l'injonction de plus en plus récurrente à rapprocher la recherche des acteurs de terrain, ce qui ne lève pas les questionnements autour de ce que l'on appelle « recherche », ni des modalités dont celle-ci peut aider les professionnels de terrain à mieux cerner et combattre les difficultés d'apprentissage. Cependant, la politique d'éducation prioritaire reste soumise à des choix politiques qui constituent aussi des choix de société. De ce fait, et derrière les différents plans de relance de l'éducation prioritaire, ce sont des conceptions de l'égalité des chances qui sont en jeu. Ainsi que l'a souligné François Dubet 2004, les récentes politiques scolaires ont accompli un saut qualitatif en passant d'une logique de réduction des inégalités entre les catégories sociales vers une logique de valorisation des parcours individuels. Le passage d'une approche en termes de zones et de territoires vers une logique en termes de réseau ambition-réussite, rare, constitue un cas particulier de ce saut. L'éducation prioritaire apparaît alors comme une grille de lecture permettant d'interroger les politiques scolaires et la mise à l'épreuve du principe de l'égalité des chances. L'influence du modèle anglo-saxon. La politique d'éducation prioritaire conduite en France a été inspirée par les exemples anglo-saxons et leurs principes qualifiés de discrimination positive ou de affirmative action. Cette inspiration ne signifie pas l'importation telle quelle d'une politique procédant initialement de spécificités historiques et contextuelles des États-Unis. Elle constitue seulement un repère ayant permis de repenser l'égalité des chances à partir de constats empiriques. Le repérage de difficultés plurielles relevant du travail, des loisirs, de l'habitat, de la sécurité, dans un contexte préparant les futures lois de décentralisation, a conduit à promouvoir une nouvelle politique appelant à l'élaboration de projets d'action dans lesquels différents acteurs, tant de l'éducation que des partenaires extérieurs au système éducatif, seraient partie prenante. Cette politique procède initialement d'une démarche compensatoire créée aux États-Unis au début des années 60. La politique des ZEP s'est plus particulièrement appuyée sur l'exemple des aires d'éducation prioritaire, Education Priority Areas, britanniques, créées en 1967 à la suite de plusieurs rapports, notamment le rapport Plodden qui mettait en évidence l'ampleur des désavantages frappant les enfants issus de la working class et des ethnic minorities. Lydie Herdier observe qu'une histoire de l'éducation prioritaire en France reste à écrire. Alors que des programmes d'éducation compensatoire ont vu le jour aux États-Unis et en Grande-Bretagne dès les années 1960, la France était restée jusqu'en 1981 à l'écart de ces expériences. C'est d'abord une réponse, pragmatique et à visée pédagogique, à une réalité non reconnue officiellement. Le parcours d'Alain Bourgarel, personnage central pour qui s'intéresse à l'éducation prioritaire, explique en grande partie cette singularité française. Socialiste, militant pédagogique et syndical, Alain Bourgarel a été le promoteur de la politique ZEP en France. Herdier, 2014, Opsite, pages 156 à 157. Lecteur du rapport Plodden, Alain Bourgarel promeut l'idée d'une discrimination positive, au sein de la commission socio-pédagogique relevant du syndicat SGENCFDT. Cette idée qui ne fait pas l'unanimité aura un écho au sein du Parti socialiste PS, dans le sillage de la signature en 1972 avec le Parti communiste français, PCF, du programme commun de gouvernement. La commission Education du PS publie en 1978 le plan socialiste pour l'éducation, dans lequel on peut lire « Une école formellement égalitaire profite aux favorisés. Il s'agit au contraire de donner plus à ceux qui actuellement sont exclus de l'école en apportant en priorité des moyens supplémentaires aux zones et aux catégories scolairement défavorisées.
cité par Heurdier, 2014, Opsite, page 159. Les textes de 1981 usaient initialement de l'expression zone prioritaire pour désigner des territoires et des populations conçus en termes de difficultés à la fois scolaires, économiques, culturelles et sociales et devant faire l'objet d'actions éducatives visant à lutter contre les inégalités. La circulaire du 9 juillet 1981 précise qu'il s'agit de corriger l'inégalité sociale par le renforcement sélectif de l'action éducative dans les zones et dans les milieux sociaux où le taux d'échec scolaire est le plus élevé. C'est à cette fin que des programmes d'éducation prioritaire, mobilisant des moyens sélectifs, devaient répondre. La notion de zone d'éducation prioritaire n'apparaît que dans une lettre ministérielle datant du 8 juillet 1988. Une politique de la compensation. Les dispositifs anglo-saxons ayant inspiré le ministre Alain Savary reposaient sur des politiques de discrimination positive référées à des aires géographiques, une manière de penser doublement l'éducation et le territoire, le plus souvent urbain. Aux États-Unis, la politique d'éducation prioritaire est identifiée à la discrimination positive. Mise en œuvre en 1964 par le gouvernement fédéral sous le président Johnson dans le cadre de la politique appelée Title I, et visant à lutter contre la grande pauvreté, elle a consisté en l'allocation de moyens distribués par les États aux districts, puis par ceux-ci aux écoles engagées dans des programmes, sous certaines conditions. Le bilan décevant de cette politique a donné lieu à une réforme engagée en 1994 par le président Clinton. Les subventions sont désormais versées directement aux écoles afin qu'elles améliorent leur fonctionnement d'ensemble. En 2002, la loi No Child Left Behind, NCLB, accroît les ressources fédérales allouées et préconise de mieux former les enseignants des écoles engagées dans l'éducation compensatoire. Elle se fixe comme objectif l'amélioration des performances des élèves en anglais et en mathématiques ainsi qu'en lecture, en associant les parents. La loi NCLB impose des évaluations tous les 2 ans et identifie le niveau auquel tous les élèves doivent parvenir, selon une logique d'efficacité et d'équité. Le résultat des évaluations est communiqué aux parents. S'ils sont faibles ou en dessous de ce qui est attendu, non seulement les parents peuvent inscrire leur enfant dans une autre école mais aussi, les personnels enseignants et les programmes peuvent être remplacés. C'est le cas si les résultats sont médiocres lors de 2 évaluations consécutives. Le bilan de cette loi est très mitigé car si l'on a observé une amélioration des performances des élèves, des dérives ont été relevées comme la focalisation des enseignants sur les seuls contenus d'enseignement qui seront évalués. Il est à noter néanmoins que l'éducation prioritaire aux États-Unis est progressivement devenue une politique régulée et contrôlée par l'État fédéral et par les États eux-mêmes, au détriment du pouvoir local, ce qui peut paraître paradoxal dans un pays à forte tradition libérale. Mais le fondement de cette politique qui a inspiré l'éducation prioritaire en France réside bien dans sa philosophie consistant à interroger le lien entre égalité et équité. La logique de la compensation qui a présidé à la mise en place de l'éducation prioritaire a ciblé des populations et des territoires et non des individus, en vue de réduire les inégalités à travers la mobilisation de moyens plus conséquents. Le modèle qui sous-tend cette approche s'inscrit dans le courant de la pédagogie compensatoire et postule qu'il convient de traiter différemment ceux qui semblent bénéficier à l'origine de chances inégales, plutôt que d'offrir un service unique et identique qui creuserait encore les inégalités de départ par un traitement indifférencié. Une politique aux multiples configurations oscillant entre identification de populations vulnérables et ciblage de territoires spécifiques. Une des spécificités de la politique d'éducation prioritaire est de se prêter à plusieurs lectures dans la mesure où, couvrant plusieurs enjeux et visant différents objectifs, elle ne peut guère être lue à l'aune de la seule réduction des inégalités sociales d'apprentissage et de réussite scolaire. Si cet objectif reste à l'arrière-plan de toute relance ou revitalisation de l'éducation prioritaire, il cohabite avec d'autres finalités comme la redynamisation de certains territoires, la promotion d'une cohésion sociale ou encore la lutte contre l'exclusion. De ce fait, et bien que l'on puisse souligner le caractère emblématique de cette politique,
On ne saurait faute de recul historique suffisant en affirmer la dimension réellement politique, au sens de la manifestation d'un volontarisme embrassant de manière soutenue et durable toutes les dimensions susceptibles de réduire réellement et concrètement les inégalités sociales de réussite. La dimension territoriale de cette politique a pu ajouter à son ambiguïté car en appelant à ouvrir l'école sur son environnement, elle a rendu plus poreuse la forme scolaire, et contribué à favoriser ici et là une conception utilitariste et instrumentale des études. C'est d'ailleurs l'une des différences majeures entre la politique engagée en France mais aussi dans d'autres pays européens, d'avec celle dite de discrimination positive mise en œuvre aux États-Unis et qui visait, comme souligné plus haut, moins des territoires que des populations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.